Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors on a évidemment pas mal de choses à décrypter, à essayer de comprendre. En tout cas, j'avoue que moi, quand je vois les marchés, parfois, je me demande ce qui leur passe par la tête. Dans cet épisode, on aura l'occasion d'évoquer un peu les derniers rebondissements, les dernières actualités. On parlera de la hausse des taux d'intérêt, du prix du pétrole, évidemment. En fin d'épisode, Vincent Juvin nous rejoint pour comprendre un peu cette hausse des taux d'intérêt. Et puis Guy, surtout, j'espère que vous pourrez nous conseiller comment peut-on protéger nos portefeuilles dans un tel contexte. Pour commencer, quand même, j'aimerais qu'on essaye de décrypter, en tout cas essayer de comprendre ce sentiment que je pourrais avoir d'un certain vent d'optimisme qui souffle en ce moment sur la tech. Mais sur la tech, oui, parce qu'on a évoqué le fait que la tech américaine n'est pas au mieux de sa forme, en bourse en tout cas, donc à Wall Street, elle est à la traîne de l'indice global. Alors, on a au relais pourtant vent d'optimisme, effectivement, dans certains groupes, et je crois qu'on peut difficilement passer à côté des déclarations de Mark Zuckerberg. On dispose maintenant de quelques commentaires à ce sujet. Donc, le patron de Meta Platform, faut-il le rappeler? Faut-il rappeler que c'est Facebook, Instagram et WhatsApp? Il a récemment évoqué une capitalisation pour Meta de 9 000 milliards de dollars en 2031. Alors, on se dit, tiens, 9 000 milliards, ça te paraît beaucoup? Oui, c'est beaucoup parce qu'en fait, ce groupe pèse quand même, grosso modo, 1 500 milliards aujourd'hui. Ça voudrait dire que le cours ferait x6 en 5 ans. Quelle mouche l'a donc piqué? Ce n'est pas une prévision de sa part, mais c'est à ce niveau-là qu'il situe le niveau de cours de l'action, de manière à ce que la rétribution de la direction soit maximale. Et il a lancé en fait un nouveau programme de compensation donc pour les cadres. Lui n'est pas inclus dedans, et le maximum serait donc atteint si le cours de Meta, qui était de 574 dollars vendredi, grimpe à 3 727 dollars et 12 cents en 2031. Alors, rassurons les dirigeants, ils ne devront pas attendre un tel niveau pour espérer une rétribution. Le minimum de ce programme serait déjà atteint si le cours se contentait de doubler plus ou moins à 1116,08 $. Bon, tout ceci paraît quand même un petit peu loufoque, osons le dire. Optimiste. C'est très optimiste, c'est un peu du délire, pourrait-on dire, certains l'ont dit. Comment est-ce que Meta pourrait se hisser à un tel niveau, ce qui représente un cours en hausse de 46% par an tous les ans? Mais Ouais. grâce à l'intelligence artificielle, évidemment, une activation géante de l'IA ferait flamber Facebook et Instagram au niveau de la rentabilité. Et alors, il y a aussi, voire surtout, le lancement de nouveaux agents, on va les appeler comme ça, dopés à l'IA. Alors, j'ai relevé le commentaire d'un analyste qui est au demeurant très critique, qui rappelle que l'intelligence artificielle permet de mettre au point des algorithmes qui déterminent le juste contenu, le juste moment et le juste utilisateur que l'on vise, de manière à ce qu'il reste scotché sur son écran. Scotché, tiens, 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 est-ce que ce n'est pas ça qui a fait l'objet récemment d'une condamnation en justice? On en a parlé la semaine dernière. Mais oui, effectivement, et c'est ce que cet analyste rappelle judicieusement en se disant que c'est peut-être pas gagné d'avance. Il ajoute autre chose d'ailleurs, c'est que on doute aussi un petit peu des investissements. On se souvient que c'est le grand thème des incertitudes liées aux valeurs technologiques depuis plusieurs mois maintenant, depuis la fin de l'an dernier. Ils ont lancé des investissements, annoncé en tout cas des investissements très élevés. Oui, c'est gentil ça, mais est-ce que ce sera rentable? Dans le cas de Meta, ça date de la fin janvier. Les investissements projetés cette année vont de 115 à 135 milliards. C'est colossal. Est-ce que ce sera rentable? Donc, en fait, à l'époque, ça n'avait pas été mal accueilli parce que les résultats de l'exercice 2025 annoncés fin janvier étaient remarquables et le cours avait bien grimpé. Aujourd'hui, la fièvre est retombée et on commence à se poser des questions à ce sujet, hein. Meta a rejoint, on va dire, le rang en étant en baisse de 12% depuis le début de l'année et de 28% même depuis le sommet de la fin janvier. C'est quand même beaucoup. Cet analyste, que pense-t-il? Beh, contrairement à la plupart des autres qui restent très optimistes, très positifs sur l'action, lui conclut carrément 9 000 milliards en 2031 contre 1 500 maintenant. Ce serait déjà très bien que Meta soit toujours au-delà des 1 000 milliards
à cette échéance. Donc lui, visiblement, est très pessimiste, mais encore une fois, c'est un des rares analystes à être aussi négatif. Dans le reste de l'actualité, on pourrait pointer aussi, et je pense que c'est important qu'on en parle, c'est de SpaceX. SpaceX dont on a entendu ces derniers jours beaucoup le lancement prévu en bourse. Mais oui, 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 c'était une rumeur qui était vite confirmée par Elon Musk, en réalité déjà à la fin de l'an dernier, et maintenant ça se précise, et on a même une date, l'opération débuterait le 2 juin. Alors, ça s'est précipité ces derniers temps, on ne savait rien il y a encore 2 semaines, rien de concret, c'est fait depuis la semaine dernière, et SpaceX entrerait en bourse. Alors, faut-il rappeler que SpaceX, donc est le 2e enfant chéri d'Elon Musk, après le constructeur automobile Tesla. SpaceX est connu pour ses fusées réutilisables, ce qui a permis à l'entreprise, grâce à des coûts fortement abaissés, de connaître un gros succès commercial. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une filiale qui s'appelle Starlink, qui gère les satellites. SpaceX en a lancé plus de 10 000, hein, c'est quand même colossal, c'est considérable. On en relance des dizaines à la fois, hein, faut-il rappeler. On n'a pas fait 10 000 lancements, ça n'aurait pas été rentable. Bref, Starlink qui met en œuvre donc ces satellites dans les communications par Internet, en particulier maintenant, a un grand projet. Il a racheté un tas de fréquences aux États-Unis en automne dernier et il se propose de devenir un opérateur mobile à part entière. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au lieu d'utiliser les opérateurs télécoms existants pour joindre le détenteur de smartphone, il lancerait une liaison directe entre les smartphones du public et ces satellites. Alors, là, on comprend qu'effectivement, ça pourrait poser un problème aux opérateurs en question. Est-ce qu'on va vraiment les zapper, les T-Mobile et AT&T aux États-Unis? Et dans un deuxième temps, mais peut-être aussi déjà à la fin 2027, les, Deutsche Telekom, Orange et autres Telefonica en Europe. Certains disent: «Attention, ne vendons pas la peau de l'ours». En réalité, il n'est pas certain du tout que la liaison satellite directe fonctionne aussi bien que, la liaison terrestre qui prévaut aujourd'hui, notamment en ville, dans les immeubles, en béton, par exemple. Le terrestre, ça marche pas mal, le satellite, c'est pas gagné d'avance, loin de là. Donc la question reste en suspens. Mais enfin, on comprend qu'il y a quand même une petite menace là, sur les opérateurs qui réfléchissent à la question. Ont-ils avoué, du bout des lèvres, en Europe en tout cas? Aussi, Elon Musk confirme ainsi son statut de disrupteur, géant, d'autant plus qu'il a annoncé dans autre chose aussi, un autre projet. Les fameux data centers, centres de données en français, qui consomment énormément d'énergie. On relance Three Mile Island, le réacteur nucléaire, pour les alimenter aux États-Unis. Mais pourquoi ne pas bénéficier de l'énergie solaire qui en plus est gratuite? Et donc lui, son projet aujourd'hui à l'étude, simplement à l'étude, mais enfin, c'est déjà pas mal, c'est de mettre en orbite ces data centers qui seraient donc alimentés à l'énergie solaire. Décidément, Elon Musk est un personnage qui disrupte le monde entier. Il est fou furieux par moments, mais il est un peu génial aussi, il faut bien le reconnaître. Oui, alors bon, je comprends évidemment que ça peut secouer un peu le monde. Je reviens 2 minutes à cette idée de devenir lui-même un opérateur, mobile. Je comprends que les opérateurs s'inquiètent. Ceci étant, si on voit les tarifs qu'ils pratiquent déjà sur son internet par satellite aujourd'hui, c'est pas le moins cher, Non, nécessairement. non, non, sûrement pas, Donc sûrement pas. qui sera vraiment concurrentiel au point d'effrayer tous les opérateurs, pas sûr, hein, je pense. Non, mais ce qu'il faut, souligner, c'est que, bon, SpaceX donc n'est pas encore cotée, bien entendu, mais enfin, ça n'empêche que l'entreprise existe et qu'elle a déjà divers actionnaires autres qu'Elon Musk. Hein, il y a un tas de fonds qui ont déjà des actions SpaceX en portefeuille. On songe, pour la petite histoire, à Ark Venture de cette fameuse Cathie Wood, qui était la papesse de Wall Street voici 2 3 ans. SpaceX représente 18 de son portefeuille. Elle y croit drôlement. Il y a Fidelity, BlackRock et alors, il y a aussi parmi les actionnaires Blue Owl. Ce nom rappellera peut-être, quelque chose à certains, mais oui, effectivement, c'est ce fameux fonds de crédit privé en grosse difficulté. Il possédait fin de l'an dernier pour 195 millions d'actions SpaceX.
pas mal, d'autant plus que SpaceX était évalué à 800 millions de milliards de dollars à l'époque. On parle aujourd'hui de 1 300 milliards, tandis que Elon Musk espère en tirer 1 750 milliards. Voilà qui ferait du bien à ce fameux fonds, Blue Hole et à tous les autres actionnaires actuels. Je note aussi, j'ajoute pour la petite histoire que, SpaceX, qui serait la plus grosse introduction en bourse de tous les temps, en fait, passerait pour rentrer en bourse pour son IPO par une procédure simplifiée et semi-confidentielle qui a été lancée voici une grosse dizaine d'années de manière à attirer en bourse américaine aussi des PME. Ça paraît évidemment un petit peu fantasque, un peu contradictoire. Enfin bon, rappelons que Airbnb et Uber sont entrés en bourse par ce biais-là aussi, qui étaient à l'époque des PME et SpaceX. Elon Musk ne fait rien comme tout le monde, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il finira d'ailleurs, si ça marche, par mériter véritablement son super bonus de 1 000 milliards de dollars évoqué depuis l'an dernier. C'est encore autre chose que notre malheureuse Ilham Kadri. Oui, la pauvre Ilham Kadri qui a eu si peu. Ceci étant, bah, on a, une technologie, optimiste, on a un Elon Musk, optimiste. Pourtant, bah, dans un contexte, on l'a dit, hein, géopolitique qui ne l'est plus du tout. J'ai quand même le sentiment, pour une raison qui m'échappe, que de manière générale, les marchés sont optimistes. Mais les marchés sont optimistes, effectivement. Bon, ils font du yo-yo en fonction des déclarations de Donald Trump et de ce qui se passe en Iran. Enfin, la semaine dernière, par exemple, la Wall Street était quand même en hausse de 3,36%, 3,71% de hausse pour l'Europe. Bah oui, c'est quand même une très belle hausse sur la semaine. On ne peut pas dire qu'il y aura du noir. Hem, le pétrole, lui, a remonté pourtant, hein, il était, flanché à vers les 100 $ le baril, il est remonté à 108, donc la semaine s'est quand même bien passée malgré tout pour les bourses, c'est vrai et les taux d'intérêt qui ont grimpé, c'est vrai aussi, Vincent Juvez va en parler, mais il faut quand même, aller regarder un peu plus haut, un peu plus loin, disons, que les chiffres, cités habituellement. C'est vrai pour le pétrole, soit dit en passant. 108 $, c'est le spot, c'est le pétrole disponible aujourd'hui. Les marchés à terme cotent le pétrole à 80 $ en novembre. Donc visiblement, on ne se fait pas un souci monstrueux pour d'ici la fin de l'année. Et pour les taux d'intérêt, c'est un peu le contraire. Le taux à 10 ans, prenons le Bund, hein, qui est la référence en Europe, est passé de 2,80-85 à 3%, oui, mais le 2 ans, lui, le 2 ans, toujours Bund allemand, est passé de 2% fin février à 2,62 vendredi, ce qui est proportionnellement une hausse énorme. Donc, il y a des craintes d'inflation, pas tellement à long terme, mais pour le moyen terme, elles sont très sérieuses. Donc, c'est vrai, en effet, les marchés, d'un côté, nourrissent de véritables craintes d'inflation, de l'autre côté, ne sont pas du tout au 36e dessous. Il y a là une véritable contradiction qui pose un problème à l'investisseur, il faut bien le reconnaître. Ah bah, je comprends bien. Moi, j'ai presque l'impression parfois que les analystes peuvent être, en dissociation parce qu'on a d'un côté, OK, on sait que l'inflation, ça va pas aller. De l'autre côté, on a envie d'être optimiste sur les prix du pétrole, alors même que, on en a parlé avec, Damien Ernst, il le disait encore en interview, il y a quelques jours, ce prix du pétrole, si la guerre au Moyen-Orient continue, pourrait atteindre les 200 à 235 $ le baril et là, ce serait quand même une catastrophe pour les entreprises et autres. Et donc, il y a un espèce de déni des mauvaises nouvelles et on essaye ouais, d'anticiper. Je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment encore faire confiance aux analystes en tant qu'investisseurs? Mais je crois que les analystes sont, à la limite, enfin, ils ont de meilleurs outils que, l'investisseur particulier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, on se rend compte que tout peut arriver et que donc, on est peut-être trop optimiste, mais d'un autre côté, si on arrive à un accord sur le détroit d'Ormuz, tout ira bien la semaine prochaine de manière potentielle. Il faudra plusieurs mois pour que ça se rétablisse. Enfin, donc, le mieux peut arriver, dans une semaine, tout comme le pire. Alors dans un tel contexte, sur quelle base formuler des prévisions? Honnêtement, c'est impossible. Alors justement, si on doit parler de la leçon de la semaine, la question majeure, c'est de se demander comment fait-on pour protéger nos portefeuilles finalement, pour faire face à tout ça? Mais oui, je crois que la leçon, c'est qu'il faut peut-être, si vraiment on se dit qu'il y a là un gros souci entre optimisme et pessimisme, protéger son portefeuille. Beh, on
Traditionnellement, les options sont utilisées comme couverture, mais aujourd'hui, il y a les ETF. Et là, on pourrait conseiller à ceux qui se disent que vraiment le risque est trop grand, protéger son portefeuille contre une baisse en achetant un ETF qui gagne en valeur en cas de baisse du marché. Ça s'appelle un ETF inverse. Il y en a un dans la famille X-Trackers, le FTA Inverse Daily Swap. On pourrait le conseiller aux investisseurs et du reste, c'est un ETF que nous avons inclus dans le portefeuille de Trades Bourse tout récemment. Effectivement, il nous a semblé judicieux de songer à une protection. Ne pas oublier que c'est une assurance, ça signifie que la mise est perdue si tout va bien, mais bon, c'est le prix à payer pour s'assurer. C'est le principe de l'assurance. Est-ce qu'on peut, pour l'auditeur qui était peut-être juste inattentif il y a une seconde, rappeler le nom de cet ETF? Oui, c'est l'ETF inverse Daily Swap de la famille X-Trackers. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas Guy Legrand pour ce décryptage et ces conseils. On cède la place à Vincent Juvin, qui revient donc sur cette hausse des taux d'intérêt dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Guy, rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Nous arrivons maintenant à la fin de la 5e semaine du conflit au Moyen-Orient et bien que les marchés aient été portés ces derniers jours par l'espoir d'un cessez-le-feu imminent, la situation sur le terrain reste bien évidemment compliquée. De nombreuses installations pétrolières et gazières ont été lourdement endommagées et nécessiteront sans doute d'importantes réparations qui pourraient, dans certains cas, prendre plusieurs années. Nous ne sommes donc pas encore au bout de la panne. Pour les investisseurs, l'une des conséquences les plus douloureuses de ce conflit a été la hausse des taux d'intérêt en raison de la relation inverse qui existe entre les rendements obligataires et les prix des obligations. En Europe, par exemple, le rendement du Bund allemand à 10 ans est passé d'environ 2,6% fin février à 3,1% aujourd'hui. Résultat, ces obligations ont perdu plus de 3% de leur valeur. Pour atténuer l'impact de la hausse des taux sur les portefeuilles, les investisseurs peuvent réduire la maturité moyenne, ou la duration, comme on dit en jargon, de leur position obligataire. Lorsque les rendements obligataires augmentent, les prix des obligations baissent, mais l'ampleur de ce mouvement dépend de la maturité de l'obligation. Lorsque la maturité est longue, comme sur la plupart des obligations souveraines, l'impact sur le prix est important. Lorsque la maturité est plus courte, comme sur la plupart des obligations d'entreprise, bien l'impact est beaucoup plus limité. C'est pourquoi dans l'environnement actuel, les obligations d'entreprise attirent davantage d'attention. Par nature, elles ont généralement des maturités plus courtes que les obligations d'État, généralement entre 4 et 6 ans contre 10 ans et plus pour les obligations d'État. Elles offrent en outre un rendement supplémentaire appelé spread qui peut aider à amortir la hausse des taux et à soutenir la performance totale. Merci de votre attention et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.